Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Asphalte. Aujourd'hui, zoom sur les amateurs puisque nous irons à la découverte d'un passionné de sensations fortes. Il participe actuellement au championnat Radical European Masters. Et puis direction Alès, nous vous présenterons des élèves en mécanique auto qui ont pour projet scolaire de construire une voiture écologique afin de participer au rallye Monte-Carlo des énergies nouvelles. Quant à l'essai aujourd'hui, je vous propose la Renault Clio RS dernier modèle. Et pour l'essayer, Sylvain Polo est là aujourd'hui pour nous. Bonjour Sylvain. Bonjour Vanessa. Bonjour, comment ça va? Bon Sylvain, c'est un réel plaisir de vous avoir aujourd'hui dans Asphalte. Il faut savoir que vous avez roulé aux côtés de Jean Ragnotti, le célèbre pilote. Toute l'équipe d'Asphalte est fan, ça il faut le savoir. Donc aujourd'hui, vous nous proposez la Clio RS, Clio, dernier modèle. Voilà, qui est magnifique, c'est vrai, ça aligne, tout ça, qui est sympa. Ils auraient pu mettre un peu quelques bandes pour améliorer un peu le style, dire vraiment que c'est une RS. Là, elle est plutôt un peu discrète cette voiture, mais on reconnaît que cette voiture, elle a ses jantes avec marqué RS et devant aussi un petit insigne, un petit logo avec RS aussi. Donc ce que je vous propose, comme le veut l'émission, vous prenez les clés et je vous attends ici. D'accord. Vous pourrez plus facilement passer inaperçu avec cette nouvelle Clio RS, fini la Williams ou la 16S d'antan au bruit assourdissant et forme agressive. Aujourd'hui, la carrosserie est reprise d'une Clio authentique, cœur de gamme, et c'est justement ce qui change par rapport au modèle précédent qui, lui, avait droit à de jolies ailes élargies. La nouvelle RS doit donc se contenter pour se distinguer des autres Clio 4, de roues en 17 pouces et 18 en option et de boucliers spécifiques. L'avant se dessine comme un aileron de monoplace tandis que l'arrière intègre parfaitement la double sortie d'échappement. Le béquet surplombant le haillon a été conçu pour réduire la portance aérodynamique et donc améliorer la stabilité à haute vitesse. L'intérieur est plutôt sobre et l'esprit sportif n'est plus vraiment au rendez-vous. Des inserts de couleur rouge, pièces métalliques ou surpiqûres des coutures font écho aux éclairages du tableau de bord, simple, lisible, intégré dans une console habillée d'un plastique aux effets fibres de carbone. Quelques notations sportives accentuent tout de même le style, comme les éléments du pédalier ou les sièges baquets. À l'aide de l'écran tactile multimédia, il s'affichera ainsi les niveaux moteur, température, pression, régime moteur et établira des statistiques jusqu'à déclencher des chronométrages. Donc Sylvain, un moteur 1,6 litre turbo contre 2 litres atmosphériques sur l'ancien modèle, une sacrée évolution quand même. Ben, c'est sûr qu'au niveau moteur, je trouve que ça réagit bien, même si c'est un 700. Avec le turbo, la compensation du turbo, la voiture a une bonne puissance et est agréable à conduire surtout.
Est-ce qu'on peut parler de cette boîte? Alors la boîte, il y a beaucoup à dire, je pense. Hein, palette au volant, boîte auto. Est-ce Voilà. que ça vous plaît? En fin de compte, si on veut rouler tranquille, bon, en roulant en boîte auto, ça se passe tranquillement, tout ça. Après, si on veut vraiment s'amuser, c'est vrai que les palettes, c'est pas un gadget, mais presque. Mais, Pourquoi justement? parce que bon, en descente, c'est vrai qu'elles ont un peu du mal à descendre, quoi. Elles sont pas franches, en fin de compte, par rapport à une WRC ou un truc comme ça. Ah oui, c'est sûr, oui. Bah, vous, tout de suite, les grands mots. Oui, ça doit changer. Oui, voilà, dès qu'on touche la palette, là-dessus, tout ça monte, tout ça descend. Là, tandis que là, il y a un temps de réaction, elle est un peu plus lente. En montée, tout va bien, mais surtout en descente. Sylvain, je sais que vous aviez une ancienne Clio. Alors apparemment, il y a des amateurs qui disent qu'il vaut mieux garder l'ancien modèle. Est-ce que vous pensez pareil? Non, parce que bon, c'est vrai que l'ancienne Clio moteur atmosphérique, j'ai jamais trop aimé les moteurs atmosphériques. Ah bah oui, forcément. C'est vrai que j'ai toujours une bonne sensation dans les moteurs à turbo et par rapport à la puissance qui vient d'un coup. Et c'est vrai que j'ai une meilleure sensation dans les voitures turbo. Je trouve que c'est plus agréable. Je ne suis pas quelqu'un qui tire très haut dans les régimes. Alors c'est une voiture qui me satisfait pleinement. Ah oui, qui vous convient tout à fait. Sylvain, on a oublié d'aborder ce point-là. Que pensez-vous du freinage? Freinage, il est exceptionnel. Bon, il faut faire attention quand même. À ce point? Oui, à ce point. Il faut faire attention quand même quand on arrive dans des virages très serrés, de pas doser quand même, parce que bon, l'arrière a tendance ça freine tellement de devant que l'arrière a tendance à se délaisser un peu. D'accord. Et on peut se faire surprendre. Mais autrement, je trouve au niveau freinage, c'est très positif. Le choix d'un petit moteur 1,6 litre turbo essence en remplacement du 2 litres atmosphérique a d'abord été dicté par la nécessité de réduire les émissions de CO2 du modèle. La disponibilité à bas régime de ce moteur suralimenté contribue aussi à rendre la Clio 4 RS plus facile à conduire. Même chose pour la boîte double embrayage, particulièrement appréciable en ville. Alors Sylvain, je sais que vous êtes un pilote rallye, mais est-ce que vous vous intéressez au circuit? Est-ce que vous connaissez notamment le championnat Radical European Masters? Oui, j'ai déjà entendu parler. Bon, sur Automoto, on a déjà vu un peu ça. Et, mais ouais, le circuit, je me suis intéressé puisque j'ai commencé par là, en fin de compte. J'étais pilote. Sur quoi? Dites-nous tout. En fin de compte, j'ai fait le volant Elf. Et j'ai participé au volant F et j'ai perdu en finale contre Eric Omas qui, ah oui, rien que ça. qui a été champion de Formule 1. Quoi. Eh bien, en parlant de circuit, nous avons rencontré un pilote amateur qui participe justement au championnat Radical European Master. Nous l'avons interviewé pendant de longues minutes et il nous livre ses impressions et son quotidien. Regardez. Bonjour Alain, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. En 2011, vous avez commencé donc les courses automobiles, un championnat peu médiatisé finalement, le Radical Masters Euro Series. Est-ce qu'on peut expliquer en 2 mots? Oui, je peux vous expliquer ça. C'est un championnat monomarque. Il y a 2 catégories de voitures, SR3 RS et SR8. Les SR3, ce sont des voitures qui sont moins puissantes que les SR8. Et moi, j'ai débuté sur SR3 en 2011, la saison 2011-2012. Alors, c'est vrai que c'est un championnat amateur finalement. Est-ce qu'on ressent quand même la compétition entre pilotes? Ah oui, certainement. Surtout que sur à peu près 35 engagés, il y a, faut compter quand même 80% d'anglais. Et puis le reste... on en avait parlé des Anglais, hein, ils ont quand même une philosophie différente. Hein. Oui, et puis c'est leur marque, hein, c'est Radical, c'est fabriqué en Angleterre. Et puis ce sont des gros pilotes, vraiment des gens qui vont très très vite. Sous la pluie, sur le sec, dans le brouillard. Oui, justement. On a assisté à votre dernière course au Castellet, au circuit Paul Ricard. Les conditions de ce week-end n'étaient pas vraiment optimales, de la pluie, du brouillard. On vous a vu même hésiter à prendre le départ de vos qualifs. Est-ce qu'on prend conscience du risque quand même qui existe? On sait quand même qu'on peut faire des pointes à 250 km/h. Est-ce qu'on est conscient de ce risque? Disons que non, parce que quand on monte dans la voiture, on débranche complètement.
Mais c'est vrai qu'au vu des conditions du Castellet ce week-end qui vient de passer, c'était vraiment, c'était pas possible de rouler. Et je reviens aux Anglais en disant que eux, voilà, ils ont peur de rien. Ils montent dans la voiture, eux, il n'y a plus de cerveau. Comment ça se fait? Comment on explique ça? C'est vraiment une philosophie différente. Ah ouais. Franchement, au Calife, on voyait il y a une visibilité de 50 mètres. Moi, je suis rentré au stand parce que j'estimais que c'était beaucoup trop dangereux. Et eux, ils passaient à 220, 230 à côté de moi, alors qu'aucune visibilité. Rien du tout. Donc moi, je suis rentré sagement et puis je suis parti en faute de grille 2 fois. Donc à un moment, on se dit, bon, voilà, stop, oui, quoi. Je ne suis pas là pour risquer ma vie non plus. Exactement. C'est une passion, on s'amuse bien. Bon, ce sont des voitures qui sont quand même très physiques. Il faut quand même, derrière tout pilotage de ces voitures-là, il faut quand même un entraînement physique. Ça se pilote pas comme ça. C'est pas que c'est difficile à conduire, mais ce sont des voitures où on prend 3-4 G à chaque virage, à chaque freinage. Donc il faut pouvoir le supporter. Et les accidents existent, on en a vu récemment, quoi. Malheureusement. Alors vous êtes passé d'une SR3 à une SR8. On expliquera vraiment les détails plus tard. Mais pourquoi cette envie de passer à la vitesse supérieure? C'était pas assez puissant? Sincèrement, parce que j'en avais marre de me faire doubler par les SR8. Oui. Il y a beaucoup de différence? Oui, il y a énormément. Il y a 200 chevaux de différence entre une voiture et l'autre, et il y a seulement une quarantaine de kilos de différence. D'accord. Donc la SR8 est beaucoup plus puissante, fait 430 chevaux pour 670 kilos. Donc vous voyez le rapport poids-puissance qui est énorme. Bien justement, nous allons écouter quelques précisions de Romain Rousseau, votre manager, qui nous dévoile tous les petits secrets de cette voiture de course. En fait, c'est deux fondateurs anglais qui étaient des gentleman drivers et qui roulaient en GT et qui ont décidé, pour abaisser les coûts, de mettre des moteurs de moto dans des protos de voitures de course. Donc ils ont décidé d'en construire une et d'alléger les coûts dans la course, et ça a marché immédiatement. En fait, c'est une voiture qui pèse 670 kg, qui a une boîte à 6 vitesses avec une commande au volant, et on a surtout un V8 de 2,7 litres de cylindrée qui développe 430 chevaux. Merci Romain Rousseau pour ces précisions, on en sait un peu plus. Alors moi ce que j'aimerais savoir, c'est d'où est venue cette passion? Est-ce que c'est depuis l'enfance ou est-ce qu'un jour on a un déclic et on a envie de se dire bon ben voilà, j'ai envie de rouler et puis j'y vais? C'est une passion que j'ai depuis l'enfance, que j'ai toujours aimé les voitures. Comme tout jeune petit garçon, on aime tout ça, quoi. Surtout en principauté, capitale du sport automobile. Oui, bien sûr. Et puis j'ai pris la décision il y a 4 ans de rouler dans ces véhicules-là. J'envisageais de rouler dans les Porsche GT3. Et puis j'ai fait la connaissance de Romain et j'ai fait un essai au Luc, au circuit du Luc, dans cette fameuse SR3. Je suis tombé amoureux de cette marque et on éprouve un plaisir fou à conduire ça. Il y a des sensations énormes. Je crois que, vous savez, pour vous donner un petit comparatif, une Formule 1 de 0 à 100, elle met 2 secondes 3 ou un truc comme ça, et nous on met 2 secondes 5, 0 à 100. Donc c'est certain que c'est pas une Formule 1, mais bon, c'est pour vous expliquer un petit peu ce qu'on prend. Et après on peut plus s'en passer. Ouais. Quel est votre plus beau souvenir en course? Une petite anecdote ou... Plus beau souvenir en course. J'ai pas de souvenir particulier. Chaque course est différente. Chaque course est vraiment différente. Et puis c'est à chaque fois qu'on met excusez-moi l'expression, le cul dans la voiture, c'est que du bonheur. Ok. Est-ce que vous avez, donc on en parlait à l'instant, un entraînement physique, même peut-être alimentaire? Est-ce que vous faites attention quand même avant de... Parce qu'on en parlait et effectivement c'est physique. On est dans la voiture, j'imagine quand on finit une course, on doit être lessivé. Oui, j'ai un entraînement, je fais un entraînement à peu près d'1h30, 2 heures tous les jours, physique.
Et puis alimentaire, bien sûr, ça suit. Hein. Bon, on fait quelques petits extras dans la semaine, hein, parce que bon, on n'est pas des professionnels non plus. Mais la voiture vous met sur le droit chemin si vous ne faites pas ça. Un exemple, en février, j'ai roulé, on a fait un entraînement privé au Castellet, et je ne m'étais pas entraîné de l'hiver. Donc les fêtes, on a continué. Je suis monté dans la voiture, elle m'a rappelé à l'ordre. Elle m'a rappelé qu'il fallait être prêt physiquement. Ouais. Il a fallu que je m'arrête au stand. Vous pouvez rouler aussi entre les manches ou c'est difficile? C'est-à-dire en essai, vous pouvez prendre la voiture et aller sur un circuit et se dire bon bah je vais rouler comme ça pour m'entraîner ou c'est assez compliqué? Bien sûr. Mais il y a des roulages, hein. Il y a des entraînements qui se font au Castellet, au Mans, en Mugello. Donc c'est suivant le temps qu'on a et la préparation qu'on a. De retour à bord de la Clio RS, toujours avec Sylvain Polo, aujourd'hui en pilote essayeur pour Asphalt. Alors passons au comportement, j'ai l'impression quand même que le châssis est juste remarquable. Très remarquable puisqu'elle tient énormément bien la route. C'est vrai qu'on a du mal à la faire décrocher, surtout de derrière, même en tirant le frein à main, elle se restabilise. Et en tenue de route, c'est vrai que c'est exceptionnel. Sur le plan des liaisons au sol, la Clio 4 RS abandonne le train avant à pivot découplé qui faisait la spécificité du modèle précédent. En revanche, elle adopte des porte-moyeux à gros roulements plus rigides pour mieux maîtriser les amortisseurs intégrés. Pour la première fois sur une voiture de série débutée hydraulique. Ce système, initialement développé pour le rallye, présente donc l'avantage d'améliorer le travail des pneumatiques sur mauvaise route. À présent, direction Alès où nous avons rencontré des élèves en mécanique auto qui préparent un projet scolaire impressionnant puisqu'il s'agit de monter une voiture écologique afin de participer au rallye Monte-Carlo des énergies nouvelles. Tout un programme, regardez. Désosser entièrement un véhicule pour le remonter de façon écologique, ce travail de longue haleine est tout simplement le fruit d'un projet étudiant. L'école des mines d'Alès, le centre de formation des apprentis, l'IUT de Nîmes et l'école supérieure de commerce de Clermont-Ferrand se regroupent en créant une association Emasia. Tout peut alors commencer, définition des innovations à intégrer, travail sur le châssis, montage électrique ou encore réalisation d'opérations de communication. Chacun tient son rôle avec précision. Ce projet, c'est un projet là, que vous voyez derrière, un projet de 2 ans. Donc la première année, c'était sur la partie modification du véhicule, donc un véhicule entièrement démonté, qui est parti d'une base d'un de nos partenaires, donc PGO, un constructeur français alésien. Et donc un véhicule entièrement démonté, donc des modifications sur le châssis pour pouvoir incruster donc, tout ce qui est la partie batterie sous le véhicule, des modifications au niveau de la carrosserie parce que c'est un appareil qui se veut modulable, donc la carrosserie arrière peut s'enlever, la carrosserie avant, donc pouvoir tester différents types de propulsion. Donc nous on a choisi la motorisation électrique et donc une motorisation à l'arrière du véhicule et un prolongateur d'autonomie à l'avant du véhicule aussi. Les challenges à relever étaient nombreux. Les étudiants ont conçu et fabriqué eux-mêmes 2 moteurs électriques pour équiper la PGO. Les élèves ont réussi à créer une motorisation fiable, à concevoir un monitoring permettant le suivi du véhicule et à réaliser une tonnelle photovoltaïque. La voiture se veut écologique sous tous les angles. Tout est écologique, donc on a voulu partir donc, sur une propulsion écologique, donc c'est pour ça qu'on a choisi l'énergie électrique. Mais les innovations écologiques vont aussi plus loin, donc on retrouve donc, les carrosseries qui sont en matériaux écologiques, donc c'est la fibre de lin. L'habitacle aussi à l'intérieur est en fibre de lin. Aussi les sièges, on retrouve des sièges en tissu de liège, on est les seuls à faire ça. On a aussi après par nos partenaires aussi des pneus faits à base d'écorce d'orange en très faible quantité. Donc voilà, on essaie de faire un projet, de rassembler au cours d'un même projet avec nos différents instituts toutes les innovations écologiques qu'on peut retrouver dans un véhicule. Les étudiants ont déjà rencontré le succès grâce au trophée SIA, une compétition étudiante. La petite équipe ne compte pas s'arrêter là car elle envisage déjà de participer au rallye Monte-Carlo des énergies nouvelles 2014. Eh bien, c'est déjà l'heure de nous quitter, Sylvain. Merci d'avoir été en notre compagnie pendant toute cette émission. J'espère vous revoir très vite.
plaisir était pour moi et c'est vrai que ça m'a fait plaisir déjà de rouler dans cette voiture. Oui, en plus on vous a fait plaisir, on vous a amené une petite Renault. Voilà, et puis de vous rencontrer, et puis l'émission est super sympa et je pense que à refaire. Hein, oui, on va se revoir très vite. Merci beaucoup, à bientôt Sylvain. Merci à vous. Douce, confortable et pas scandaleusement gourmande vu la puissance à exploiter, la dernière Clio RS est dotée de 5 portes, ce qui n'exclut plus les papas et les mamans joueurs à la recherche d'un minimum de commodité. Une voiture plutôt agréable au quotidien, mais paradoxalement, cette auto si bien élevée sait vite se faire oublier, tout comme la 208 GTI que nous avions déjà testée. Rappelez-vous toujours qu'une bête sommeille en elle. Et oui, la qualité du châssis et des liaisons au sol ne doivent pas rendre les conducteurs trop optimistes. Si faute il y a, c'est que les limites de la voiture auront été oubliées. Et l'erreur se paye très cher, alors prudence, attention aux autos trop bien éduquées. Asphalt, c'est déjà terminé malheureusement, mais on se retrouve le mois prochain pour découvrir encore plus d'actualités automobiles. Mais en attendant, on se quitte sur ces belles images. Petit retour en arrière au Monte-Carlo 81. À très vite. 24 janvier 81, sur la plus belle place du monde, départ du plus célèbre rallye du monde, le Monte-Carlo. Les plus grandes marques européennes sont engagées. Les R5 Turbo de Ragnotti et Saby, évidemment, la 911 de Terrier ou encore la Talbot Lotus de Guy Fréquelin associée à Jean Todt. Mais l'épouvantail de cette édition 81, c'est la fameuse Audi Quattro. Première voiture de rallye 4 roues motrices, sur la neige en début de course, elle se révèle intraitable. Pas de doute, l'Audi Quattro avait fait sensation et dominé le premier acte. Seule 4 roues motrices, elle était aussi la plus puissante du lot avec 320 chevaux. Les Renault 5 Turbo sont plus légères, mais leur moteur de plus petite cylindrée, 1,4 litre contre 2,2 litres, concédait une 60aine de chevaux. Mais le rêve de Nicolas va très vite s'achever. Avouant qu'il a en quelque sorte perdu les pédales, Nicolas expliquera que son pied a glissé lorsqu'il a voulu freiner. En tout cas, l'Audi a souffert. Train avant démoli, direction fossé, Nicolas pourra repartir, mais ses espoirs de victoire sont anéantis. Désormais, la lutte va donc se circonscrire entre les Renault 5 Turbo et la Porsche que Terrier conduit avec un brio éblouissant. Jean-Luc est en état de grâce et il va réussir petit à petit à creuser un écart de 3 minutes sur Ragnotti. La suite se résume à un mano à mano entre les deux Français, et ce, jusqu'au Turini. Hélas, le duel attendu va tourner court. Alors que la route est sèche dans la descente du Turini, une bande d'énergumènes a répandu de la neige à la sortie d'un virage et piégé le pauvre Jean-Luc. La Porsche est éliminée, mais Ragnotti va trouver en Fréquelin un challenger bien décidé à tenter sa chance à fond. Alors, si tu as un endroit où tu as intérêt à assurer, c'est la montée. Hein. Fais pas de conneries là, après, tu n'as plus de neige, quand même. Si tu risques de faire une petite erreur, c'est sur la neige. Oui, c'est tout bon maintenant. Ragnotti, Andrier ont la victoire en main. Ils ne la laisseront pas échapper. « 30 janvier, après toute une semaine de bataille, l'heure de la triomphale descente vers Monaco est arrivée. C'est aussi, c'est déjà l'heure de la consécration internationale pour la Renault 5 Turbo, victorieuse dès son coup d'essai. 39e rallye automobile Monte-Carlo.